Merci de nous rejoindre sur RAL24 News et bienvenue au Pro de l'Écho. Donald Trump devient donc le 47e président des États-Unis, une élection aux conséquences importantes, y compris sur l'économie mondiale. Le nouveau président américain n'est pas connu pour faire dans la dentelle lorsqu'il s'agit de programmes économiques, un programme qu'il veut avant tout profitable aux Américains, dit-il. Trump promet de rompre avec la politique économique de son prédécesseur Joe Biden, une économie sous stéroïdes, sous Donald Trump, titre la presse. Inflation, pouvoir d'achat, entreprise, mais aussi finance et énergie. Quels seront les contours de l'économie américaine, mais aussi mondiale avec Trump à la Maison Blanche? Nous allons débattre ce soir avec nos invités, mais avant tout cela, jetons un rapide coup d'œil aux fondamentaux justement du programme économique de Donald Trump. Pas commencer par relocaliser la production sur le territoire national et en baisser le coût. Droits de douane sur la production étrangère, taux d'impôt sur les sociétés à 15% pour certaines entreprises. Quoi d'autre sous Donald Trump? Nous aurons un soutien au développement des crypto-monnaies, de l'intelligence artificielle, accorder de larges crédits d'impôt et détaxer les pourboires. Et enfin, lutter contre l'inflation, ciblant l'immigration. Tout cela, nous allons en débattre dans quelques instants dans les Pros de l'Écho. Comme chaque semaine, les Pros de l'Écho sont part du dossier. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau des Pros de l'Écho. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter mes invités pour ce soir. À commencer par vous, Idil Sassi, expert international en économie et en finance. Bonsoir. Bonsoir cher Kherdin, à tous les téléspectateurs et les invités. Denise Henal, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et enfin, Nazim Sini. Je suis ravie d'être avec vous. Également, madame. Nazim Sini, je disais donc enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Bonsoir. Nazim, à vous également. Bonsoir et merci pour votre invitation, Kherdin. Alors, sans transition aucune, commençons ce débat avec vous, Idil Sassi. Est-ce que le retour de Donald Trump aura, selon vous, des conséquences sur l'économie mondiale, sur l'économie américaine? Cela va de soi. Effectivement, alors c'est une élection qui a été observée et suivie par tout le monde. Les États-Unis, c'est la source des réserves de devises, la ressource mondiale. C'est la première économie mondiale, donc très certainement, toutes les économies mondiales sont concernées. Alors pourquoi Donald Trump? Donald Trump, pour le deuxième mandat après celui des démocrates, disons qu'on le connaît un peu mieux maintenant. Oui. Ce n'est pas une grande surprise. J'ai partagé récemment quelque chose. Il y a une année de cela, j'en ai parlé en disant qu'on voyait venir Donald Trump. Sur cette deuxième résurrection du candidat des Républicains. Maintenant, les conséquences, tout le monde s'y prépare différemment, disons-le, mais les grands axes en tout cas, on les connaît. Il y a plus de retenue peut-être pour le nouveau Trump, on va dire, le retour de Trump. Moins d'effets surprises, oui. Très certainement. Les décisions over the night, comme on disait, ce qu'on avait peur un petit peu. Donc, il y a une meilleure préparation. Cela étant dit,
les économies qui sont celles qui sont ciblées par, disons, la vision de Trump qui est chacun pour soi un petit peu. Le chacun pour soi de Trump va très certainement impacter les partenaires. Donc tout ce qui est balance commerciale déséquilibrée, les pays vont payer le prix. Je parle de l'Allemagne, je parle du Japon, je parle du Mexique, du Canada. Donc ces pays ont une grande peur actuellement par rapport à ce que Trump va faire par rapport au commerce international. Les autres, nous-mêmes, peut-être on va en parler après. On va en parler en fin d'émission. L'approche serait un peu plus nuancée, différente. Donc on aura l'occasion d'en expliquer plus. Très bien, merci Idil Sassi. Même question pour vous, Madame Eunal. Est-ce que le retour de Donald Trump aura des conséquences sur l'économie mondiale? Oui, et je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'économie américaine représente plus d'un quart du PIB mondial en dollars courants, donc c'est énorme. Et c'est le premier importateur mondial aussi. Et forcément, puisque Trump a annoncé un retour encore plus actif à l'isolationnisme américain, forcément, tout le monde aura un impact. Et alors, vous avez raison aussi, par exemple, mon prédécesseur, là, il parlait par exemple de l'Allemagne, mais aussi des pays américains, les deux voisins, Canada Mexique. Et Mexique. Mais effectivement, c'est pas les seuls. Des études déjà montrent que dans les intentions de Trump, selon certains critères, de nombreux pays sont impactés. L'Union européenne dans son intégralité, ça va être parmi les plus impactés, mais aussi des grands émergents comme l'Inde, le Brésil, et j'en passe. Alors, ce qui est intéressant avec Biden, il y avait une idée, voilà, on va faire tout ça entre amis. Hein, on avait l'idée de recentrer les investissements dans des pays partenaires, commercer plus avec des pays partenaires amis. Et là, avec Trump, en réalité, il n'y a pas d'amis. Donc, tout le monde va être impacté par au moins une incertitude. Très bien, merci Madame Eunal. Nazim Sini, y a-t-il des amis ou n'y a-t-il pas d'amis concernant Donald Trump? Selon vous, est-ce que son retour a des conséquences sur l'économie mondiale? Même question. Clairement, c'est le retour d'un homme d'affaires aux affaires, j'allais vous dire. Donc, vous le voyez déjà qu'il y a un impact d'abord sur les places boursières mondiales, puisque dès que l'annonce de son élection a été annoncée, la plupart des places boursières ont enregistré des hausses substantielles, notamment sur les crypto-monnaies. Et puis aussi, ça ne vous a pas échappé, la nomination de son meilleur ami Elon Musk. Donc là aussi, vous avez un message très fort d'un président qui veut en fait ne plus s'entourer de personnes qui ne sont pas des technocrates mais des businessmen. En fait, il veut gérer les États-Unis comme on gère une entreprise. Et je pense que ce qui est très intéressant d'observer, ça va être quelles vont être en fait ses réactions et surtout ses relations avec ses partenaires extérieurs, que sont d'abord la région asiatique, avec lesquelles il y a des tensions très fortes, notamment avec la Chine, mais aussi avec l'Europe, qui est censée être le premier partenaire commercial des États-Unis. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Trump de 2024, de ce second mandat, n'est plus le même que celui de 2016. Donc, il a un peu plus d'expérience, un peu plus de recul. Il sera moins dans les annonces un peu tonitruantes. Il sera un peu plus sur la retenue. Mais par contre, il n'a pas changé d'un iota sur un principe qui est celui de défendre les intérêts sacro-saints des États-Unis. Donc, il y aura un retour au protectionnisme. C'est son fonds de commerce, dirons-nous, Nazim Sini. Tout à fait. Donc, exactement. Donc, il va y avoir un retour au droit de douane qu'il a annoncé de près de 15%. Et ça vous montre qu'aujourd'hui, le America First est toujours d'actualité pour Donald Trump. Merci Nazim Sini. Idil Sassi. Alors, le poids des facteurs économiques a été décisif dans la victoire de Trump face à Kamala Harris. Est-ce que le nouveau président américain a profité d'une conjoncture qui lui a été favorable, conjoncture que j'appellerais Joe Biden, sur le plan économique, à commencer par ce fameux choc inflationniste?
Oui, très certainement. Alors, l'administration démocrate avait fait face à une conjoncture exceptionnelle internationale. Donc, il y a eu le problème de l'inflation mondiale. Donc, elle a dû gérer tout ce qu'il y a eu comme conséquence. Il y a eu quand même une gestion assez prudente et assez poussée de la Federal Reserve, Oui, qui a pu un oui, petit peu rappelons-le. endiguer. Il y a eu des actions envers certains partenaires et des espaces où il y a l'influence un peu des investisseurs, le capital, donc qui a un petit peu joué, qui ont un petit peu sauvé le bilan des démocrates. Mais je pense personnellement, au fait, même si clairement il y a eu les Américains souffrent maintenant du problème du pouvoir d'achat, un problème qui ne va pas être endigué en une année ou deux. Donc les consommateurs, les prix qui sont à la hausse, ils sont censés rester à la hausse. Donc il y a toute une classe moyenne qui est directement touchée et qui a été très sensible au discours de Donald Trump. Maintenant, les mécanismes de régulation en général entre les républicains et les démocrates, disons que les chiffres, si on parle de croissance, si on parle de dynamisme de la bourse, de tout ça, des investissements, sont à peu près les mêmes en général. Sur l'inflation, il y a eu cette exception, mais disons que la façon de faire des deux, elle est un petit peu différente. Trump agit sur les sociétés. Oui. Les républicains donnent les avantages aux corporates, aux sociétés. Les républicains, ils donnent l'avantage aux consommateurs. Et on a vu que ça a montré que c'était beaucoup plus efficace en donnant aux consommateurs qu'en donnant aux corporates. C'est ça la différence que les démocrates n'ont pas pu démontrer, mais je pense personnellement que c'est plus le profil de Trump qui a pesé par rapport à Harris, parce que c'est un businessman et c'est quelqu'un qui a un bilan, qui a montré qu'il est capable de faire et de défaire des choses, et donc surtout de tenir sa parole sur certaines décisions, même si elles sont controversées. Donc c'est plus le profil du candidat qui a joué sur la fin face aux Oui. démocrates que le poids de l'inflation, parce que les Américains savent en tout cas que l'aide au pouvoir d'achat, elle est plus efficace chez les démocrates que chez les républicains. Madame Henal, qu'en pensez-vous un éventuel effet peut-être favorable à Donald Trump, ce choc inflationniste dont a longtemps souffert Joe Biden et les démocrates à la Maison-Blanche? Eh bien, certainement, puisque dans le sondage montrait que les Américains trouvaient que du temps de Biden, les prix étaient devenus beaucoup trop chers. Oui. Ça, c'était vraiment une sorte de constante dans toutes les revendications. On veut une vie moins chère. Cependant, il n'est pas du tout sûr que Trump puisse vraiment, effectivement, abaisser l'inflation avec les politiques qu'il annonce appliquer. Oui. À commencer d'abord en augmentant les protections tarifaires. Dans un pays constamment en déficit commercial depuis des dizaines d'années, hein, Oui, depuis notamment avec la la Chine. fin des années 60. Oui. Avec la Chine, c'est récent, mais Oui. ça a commencé avant. Depuis beaucoup de temps, les États-Unis sont en déficit. Alors, comme ça, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, les États-Unis ne vont pas devenir équilibrés. Et d'abord, il faut arrêter, donc par rapport aux consommateurs, de consommer plus qu'on produit. Alors, Oui. est-ce qu'on va pouvoir relocaliser, vous posiez les questions de fond au début aussi, la production sur le sol américain, tout ça. Avec les annonces qu'il a fait, je ne vois pas pour le moment comment il va pouvoir le faire. Très bien, même question, Nazim Sini. Est-ce que Trump a bénéficié de ce fameux choc inflationniste dont ont souffert les démocrates et Joe Biden tout au long peut-être de ces 4 années? Rappelons-le, l'économie mondiale était toujours en convalescence après la Covid-19. Le choc du conflit russo-ukrainien et donc cette spirale infernale dont a souffert Joe Biden tout au long de ces 4 années.
En fait, clairement, vous savez, Donald Trump a bénéficié de plusieurs conjonctures et de plusieurs facteurs qui ont permis sa réélection. D'abord, il a eu un discours très populiste qui a touché la classe moyenne américaine. Beaucoup de gens se reconnaissaient dans le discours de Trump et surtout, vous savez, il y a une idée reçue du fait que Donald Trump est un homme d'affaires, est un businessman, Oui. et donc il serait le plus habilité, le plus légitime à faire repartir la machine économique américaine. Et puis la deuxième chose, c'est que l'administration Biden, et notamment Kamala Harris, qui a repris, on va dire, les rênes de la candidature démocrate, n'a pas su valoriser à sa juste valeur le bilan de Joe Biden, parce que effectivement, il y a eu quand même des choses très positives durant la mandature de Joe Biden. Notamment en Donc, fin voilà de mandat. tout à fait, exactement, notamment l'IRA. Et surtout aussi, Trump s'est posé un peu en chantre du défenseur des intérêts américains. C'est quelqu'un aussi qui a fait des promesses, donc on ne sait pas s'il va les tenir, mais clairement qui a décidé de combattre le chômage, qui a décidé de lutter contre les délocalisations massives américaines. Et surtout, c'est quelqu'un qui a promis des coupes budgétaires. Oui. Encore une fois, il cible des réductions de dépenses de près de 2000 milliards de dollars. C'est tout simplement énorme. Et surtout, il a envie également de faire repartir la machine industrielle parce que c'est un peu, on va dire, le leitmotiv américain. C'est-à-dire que les États-Unis est réputé d'abord pour son industrie manufacturière, son industrie technologique, son industrie pétrolière également. Oui. Et d'ailleurs, parmi ses mesures, il a promis de supprimer l'Agence fédérale environnementale. C'est pour vous dire aussi vers quelle voie se dirigent les États-Unis, notamment en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et surtout, il veut redonner on va dire des marges de manœuvre aux compagnies énergétiques parce qu'il a compris qu'actuellement, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est énergivore et qu'il y a une véritable bataille qui se joue, celle de la bataille du gaz et du pétrole. Et encore une fois, Donald Trump a besoin de s'appuyer sur des alliés. Et ces alliés, on les connaît, ce ne sont pas forcément le bloc occidental ou les BRICS, ce sont des alliés internes. Donc l'appareil républicain qui est un appareil extrêmement puissant. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des dirigeants de la Silicon Valley, qui sont historiquement du côté démocrate, se sont tous fendus par des tweets et par des messages félicitant Donald Trump pour sa réélection et promettant de travailler avec lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Donald Trump est en train de faire l'unanimité et même les Européens se sont empressés de féliciter le nouveau président, arguant de leur impatience à travailler avec son administration. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on va assister vraiment à un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'histoire des États-Unis, mais également un nouveau chapitre dans les relations commerciales internationales. Très bien, Nazim Sini. Idil Sassi, peut-on tout simplement qualifier le programme économique de Trump de populiste, compte tenu de son caractère, entre guillemets, protectionniste, cela reste à prouver, ou du moins favorable à une économie qui se développe de l'intérieur et à l'intérieur des États-Unis? Disons-le clairement, c'est une tendance mondiale. Attention, donc il y a eu les incertitudes et les switches un petit peu générationnels, etc. Les changements dans les modes de vie ont provoqué un peu partout dans le monde une poussée populiste, protectionniste, l'antimondialisme, l'anti-wokisme, etc. Donc ça, c'est une tendance retour aux sources, on va dire. Je disais tout à l'heure le chacun pour soi, mais c'est un petit peu exagéré, mais c'est une tendance mondiale qui a ses côtés positifs et revendiqués par des gens tout à fait normaux, donc qui cherchent d'abord à trouver leur compte chez eux, à se sentir en sécurité, chose qui est importante. Après, il y a des dérives qui peuvent même contredire cet objectif qui est de ramener plus de développement, plus de stabilité. Donald Trump, quand il prône le protectionnisme aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays qui déjà, c'est la source du commerce international, c'est beaucoup de choses. C'est très difficile de parler d'un pays hub comme les États-Unis en parlant de protectionnisme. Lutter contre l'inflation veut dire imposer des taxes à l'entrée pour le commerce international. C'est contradictoire parce qu'on va augmenter le prix des marchandises pour les consommateurs. On va aussi réduire des recettes.
Et donc, on va engendrer un déficit budgétaire, surtout que c'est un État qui ne cherche pas à réduire ses dépenses. Il ne pourra pas, de toutes les façons. Ils ont une roue qui tourne et qui ne peut pas revenir en arrière. C'est structurel, c'est très difficile de faire des efforts dans ce sens. Donc, tout cela, ça peut être contradictoire. Il parlait, Nazim, de quelque chose d'intéressant sur le soutien de certaines catégories. Je pense aussi qu'il y a un switch générationnel des business aux États-Unis. Elon Musk, c'est une nouvelle génération de milliardaires. Oui. Donc, il y a les traditionnalistes qui ne sont pas forcément Donald Trump. Donc, il y a une nouvelle génération de riches, de milliardaires qui soutiennent ce populisme qui a ses côtés, mais qui a aussi beaucoup d'à côté. Et je pense en tout cas, à mon avis, que Trump 2 n'est pas le Trump imprévisible du premier mandat. Donc, il est plus raisonnable. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Pour beaucoup d'États, en tout cas, l'incertitude, elle est générale pour tout le monde. On est au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest. Tout le monde est dans l'incertitude. Par contre, connaissant le monsieur transaction qui est Trump, la façon de faire qui fait que les États-Unis n'iront jamais en première ligne pour faire des conflits coûteux, peuvent être une monnaie intéressante pour beaucoup de monde, notamment pour la paix dans le monde. A commencé bien entendu par la région du Moyen-Orient et également la région de l'Europe où un conflit, rappelons-le, sévit depuis 2022. Il s'agit du conflit russo-ukrainien. Madame Önal, même question peut-être. Le programme économique de Donald Trump est-il populiste compte tenu de son caractère, encore une fois, entre guillemets, protectionniste ou de repli sur soi ? Eh bien, les propos d'une manière générale de Trump sont effectivement des propos populistes parce que il y a toujours l'autre qui est visé. Cet autre, notamment, ce sont des pays étrangers, mais aussi à l'intérieur du pays, l'autre peut être celui qui n'est pas du même avis que l'adversaire de Donald Trump, tout simplement. Voilà, exactement. Tout ce qui est différent de son idée, de ses idées, ça peut être l'autre. Et comme on soulignait tout à l'heure, c'est un homme qu'on dit pragmatique, mais c'est un homme aussi, ce pragmatisme impose aussi beaucoup de changements. C'est pragmatique par rapport à l'adversaire qu'il a devant lui. C'est un homme imprévisible. Donc, si on met de côté, vous avez raison, les conflits qui se déroulent en ce moment dans le monde ne sont pas rassurants en ce qui concerne la politique étrangère américaine, mais à l'intérieur du pays, je ne sais pas si Trump va pouvoir amener vraiment une forme de sérénité au pays. Parce que son programme, quand on se met vraiment uniquement sur les critères économiques, n'est pas prévisible. Donc on revient toujours à cette histoire de la complexité qu'il a introduit dans les choses. Prenons par exemple ce qu'il a fait Biden. Ça peut se discuter, mais c'était relativement clair. Donc il s'agit de rapatrier un peu la production industrielle aux États-Unis, qui a beaucoup diminué en termes de valeur ajoutée et d'emploi, et de le faire donc avec un contenu local fort et basé sur des stratégies de décarbonation en même temps. Et Trump va revenir là-dessus. Et c'est décarbonation, non, il n'est plus question. Là, au contraire, alors d'autant plus que les États-Unis, on va en parler, d'autant plus que les États-Unis détiennent actuellement un marché stratégique qui est l'Europe. Exactement. Et détiennent l'Europe et en plus, il est question, par exemple, les États-Unis étaient déjà un grand exportateur pétrolier, mais là, ils sont vraiment devenus le premier mondial en gaz aussi. Exactement, GNL. Voilà. Et GNL. Et Trump menace de geler certaines productions de GNL, justement, qui est exportée vers l'Europe. Et alors que l'Europe en est devenue désormais très dépendante après le décrochage avec la Russie. Mais sinon, au sein même des États-Unis, comment il va pouvoir
Donc c'est là où il y a un populisme parce qu'on ne voit pas clairement quel est le mécanisme qui ferait que, euh, comme faisait Biden d'une manière transparente et bien institutionnellement bien appuyée, de faire des lois donc de Oui, Inflation Reduction Act, Chips Act, oui. d'autres aussi projets qui donnait un cadre juridique certain qui se basait pas forcément à une détaxation des choses, qui se basait au contraire sur la taxation fondée par rapport à la décarbonation. Alors, c'est un peu populiste parce que une fois que vous y êtes allé par des détaxations massives pour inciter les entreprises, eh bien, qu'est-ce que vous faites du budget fédéral après? Oui. Comment vous arrivez à payer tout ça? Alors, il avait l'idée en imposant les importations, le budget américain allait avoir suffisamment de ressources ensuite pour intervenir en cas de besoin. Tout ceci semble bien confus. Merci Madame Henal. Le débat dans les pros de l'écho continue après une courte pause. Restez avec nous. À quoi ressemblera l'économie US et mondiale sous Donald Trump? C'est le thème du débat du soir dans les pros de l'écho. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous poursuivons ce débat avec vous, Nazim Sini. Dans le cadre de son second mandat, Donald Trump a indiqué qu'il pourrait abaisser le taux de l'impôt sur les sociétés à 15% pour certaines entreprises. Est-ce que cela aura un effet positif sur les investissements, mais surtout sur l'emploi, lorsque l'on sait par exemple que Donald Trump se gargarise d'être le président qui a mis à genoux le chômage aux États-Unis lors de sa première mandature? Écoutez, oui, en fait, la politique de Donald Trump est très simple, c'est qu'en fait, il veut relancer l'économie par la relance de l'offre et non pas la demande. D'ailleurs, c'est ce que disait mon ami Idir tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui, il faut donner de la latitude aux entreprises en abaissant leurs impôts, parce qu'encore une fois, il faut rappeler que Donald Trump, c'est avant tout un chef d'entreprise. Ouais. Donc, et surtout que l'ensemble de ses soutiens, de ses militants, et puis l'argent qui a servi pour financer sa campagne est essentiellement issu de chefs d'entreprise et de patrons du S&P 500, du Dow Jones, etc. Et donc, il croit fondamentalement, c'est son corpus idéologique, c'est ce que le distingue des démocrates et même de certains républicains, c'est qu'il croit fermement dans la relance de l'économie par l'investissement. Et il estime que si on redonne des points notamment d'imposition aux entreprises, et ben que l'économie faite sur ces impôts-là, ils vont être réinvestis dans le circuit économique. Mais en fait, on n'a pas, donc c'est ce qu'il a théorisé en principe, mais on n'a pas véritablement de preuves tangibles que les économies question d'impôts. subsidiaire, Nazim Sini, est-ce que les démocrates ne savent pas faire ce genre d'économie? Non, c'est pas qu'ils savent pas faire, Ouais. c'est juste qu'en fait, ça rentre pas dans leur idéologie. D'accord. Clairement, pour les démocrates, l'économie doit émaner de la consommation et donc de la demande et non pas de l'offre. Ouais. C'est ça qui les distingue clairement. C'est plus une vision différente de comment on doit gérer l'économie. Et il y a aussi quelque chose qui distingue Donald Trump, et pour ça qui peut être salué, c'est que c'est quelqu'un qui veut gérer les États-Unis comme étant un État décentralisateur. C'est-à-dire qu'il veut redonner du pouvoir à l'État fédéral sans Un l'intervention. vrai État fédéral. Voilà, exactement, sans l'intervention de l'État central. Parce qu'il est persuadé, et c'est vrai, hein, que, par exemple, l'État de Californie est à même de savoir quels sont ses besoins en matière d'infrastructure, en matière de politique industrielle, en matière de politique économique locale. Et la plupart des analystes estiment que en baissant le taux d'imposition, donc certes, c'est des recettes en moins pour les caisses de l'État, mais c'est des créations d'emplois supplémentaires. Il faut juste rappeler que début septembre, l'économie américaine a enregistré une contre-performance, notamment sur les créations d'emplois, qui ont été moins bonnes que prévues, et parce qu'on sortait d'un été qui a été assez tumultueux. Vous vous en souvenez, on en avait parlé, notamment sur ce mini crash boursier qui est intervenu au Japon et qui a touché les États-Unis. Oui. Mais pour Donald Trump, essentiellement, la relance par une baisse des impôts et donc par une politique de l'offre est peut-être la clé de la relance économique américaine. Nazim Sini, vous parlez de la Californie. La Californie, c'est avant tout la Silicon Valley. Pourtant,
la Californie a voté Kamala Harris. Comment expliquer cette dichotomie en quelque sorte selon vous? Je vais vous l'expliquer clairement. C'est que effectivement, vous avez la Silicon Valley, mais il ne faut pas oublier que la Californie, vous avez la partie ouest la plus riche des États-Unis. La Californie, en termes de PIB, c'est pratiquement la 5e ou la 6e économie mondiale. Exactement. C'est pour vous dire le poids qu'a cet État. Et puis c'est aussi, vous avez en Californie, Hollywood, hein, d'où tous les artistes, les acteurs, les sportifs, etc., qui sont depuis toujours qui votent à démocrate et donc qui ne sont pas, on va dire, Trump friendly, si on peut le dire ça comme ça. Donc, mais il est clair de constater que voilà, la Californie aujourd'hui est obligée de travailler avec l'administration Trump. Et d'ailleurs, je voulais rappeler tout à l'heure avec les dirigeants de la Silicon Valley qui se sont empressés de le féliciter et de rappeler leur disponibilité à travailler avec lui. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus vraiment de vote avec un corpus idéologique marqué. Ce qui compte, en fait, pour la plupart des Américains, quelle que soit leur classe sociale, c'est qu'effectivement, les États-Unis puissent continuer à prospérer parce qu'il faut juste souligner, Khaddin, que ce pays-là a été créé, a été fondé sur une promesse qui est d'offrir la pérennité à l'ensemble de ses habitants. Et la pérennité passe par quoi? Passe par un pays qui vit en paix, où il n'y a pas de guerre sur son sol, et par un pays qui est prospère économiquement. C'est ce que va tenter de faire Trump pour ces 4 prochaines années. Idil Sassi, alors le pouvoir d'achat et la lutte contre l'inflation semblent avoir été les deux paramètres, vous en conveniez en début d'émission, qui ont permis Donald Trump de convaincre peut-être en quelque sorte les Américains de voter pour lui. Est-ce que les méthodes qu'il prône, c'est-à-dire lutte contre l'inflation importée à travers la lutte contre l'immigration, c'est lui qui le dit, et la baisse des impôts ne vont pas au contraire aggraver un problème endémique pour l'économie américaine, le poids de la dette? Oui, en fait, les approches radicales du candidat Trump, d'abord, il décourage les investisseurs. Donc, c'est wait and see. Ils vont regarder ce qui se passe. Et donc, oui, mais il veut dans le même temps baisser les impôts. Donc. Alors, il veut la baisse des impôts qu'il propose, au fait, c'est parce que en fait, les sociétés américaines, c'est des multinationales. Donc, il propose des baisses d'impôts sur les activités sur le sol américain. Donc, ça peut être impactant pour certaines entreprises. Pour d'autres, ce n'est pas significatif puisqu'elles sont déjà offshore, etc. Oui. Donc, c'est très nuancé. En tout cas, c'est idéologique. Donc, il donne aux corporates, il ne donne pas aux consommateurs, etc. C'est son approche. Maintenant, s'attaquer à l'immigration de façon frontale et de cette manière-là, même si le vote des Latinos a été prépondérant pour Trump, bizarrement donc. Et ça peut être problématique pour les entreprises parce qu'il y a des secteurs comme l'agriculture et comme la construction qui sont soutenus par l'immigration. Donc, si demain il s'attaque à l'immigration, la croissance peut être impactée et il va créer un sérieux problème pour des secteurs entiers dans l'économie américaine qui sont très importants. L'agriculture, vous parlez de la Californie, l'agriculture, oui. Donc c'est l'immigration hispanique, et la construction qui est le nerf de guerre de toute économie en général. Donc c'est contradictoire. Donc c'est pas encore très clair. Je pense que tout ça va être nuancé progressivement. Dans son propre camp, et vu l'échelonnement des étapes qu'il doit traverser pour chaque décision, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être nuancées. L'immigration pour les sans-papiers, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'intérêts, c'est le capitalisme qui parle. Et donc, je pense que ça sera un sujet très sensible qu'il va devoir confronter. Après, il a quand même commencé à désigner une équipe qui a prôné des solutions très radicales envers l'immigration, des gens qui avaient séparé des familles, qui ont fait des drames dans le passé et qui sont maintenant rappelés par Trump pour faire cette nouvelle politique. Tout ça, c'est contradictoire et ça va impacter négativement l'économie et le business et surtout les investisseurs. Ça va refroidir certains investisseurs en tout cas. Madame Enal, pour lutter contre l'inflation et le chômage, Trump promet d'expulser jusqu'à 10 millions d'immigrés illégaux. Est-ce qu'une telle mesure affaiblirait en quelque sorte le tissu industriel américain et le secteur des services? Forcément, d'autant plus qu'en réalité, il serait difficile de distinguer sans
sans regarder la couleur de la peau ou l'accent, les travailleurs illégaux de ceux qui sont là légalement. C'est parce que y a toute une, il va y avoir un processus assez négatif et déprimant pour pouvoir repérer tant de millions de personnes au sein même de la population américaine, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas une notion de nationalité Oui. bien institutionnalisée comme dans d'autres pays. Il faut avoir juste un certificat de naissance de l'hôpital américain où on est né pour prouver sa nationalité. Et alors, dans ces conditions-là, d'abord, à partir à la chasse à l'homme comme ça va pas être simple et ça va réveiller les démons raciaux qui existent dans le pays et qui est l'un des problèmes aigus du pays. Deuxièmement, comme vous dites, le tissu productif américain, tant dans le secteur tertiaire que manufacturier, a besoin de main-d'œuvre. Et ceci ne va pas s'arranger dans le temps. On est dans une tendance où les pays avancés, même si les États-Unis sont dans une meilleure situation pour le moment que l'Europe, on est dans une tendance de diminution de la fécondité par rapport à avant, et qu'on a de toute façon besoin des étrangers pour pouvoir euh, assurer un niveau de vie décent à des populations qui deviennent de plus en plus vieilles. Et les États-Unis ne sont pas très éloignés pour atteindre un tel niveau. Merci Madame Enal Nazim-Sini. Alors l'autre volet phare de la politique économique de Donald Trump, c'est bien entendu celui du commerce international et les questions des droits de douane. Trump envisage d'aller jusqu'à 60% en ce qui concerne certains pays comme la Chine. Est-ce que cela est tenable selon vous? Est-ce que cela pourrait contribuer à jeter le marché européen dans les bras d'une certaine Chine, d'autant plus que Donald Trump considère l'Europe comme un adversaire et non un allié économique? Non, mais clairement, et puis vous savez, cette politique-là va avoir un effet récessif et surtout va contribuer à l'inflation. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est important de consulter l'histoire, surtout l'histoire économique. Il y a eu une mesure similaire en 1883 sur notamment les produits agricoles américains. Et en fait, à l'époque, l'administration de l'époque voulait protéger justement la production agricole américaine contre justement les produits qui venaient du Mexique. Et vous savez ce que ça a eu comme effet? En fait, ça a doublé le prix des produits agricoles plutôt que de protéger la production locale. Il y a aussi un peu plus tard au XXe siècle, en 1930, où il y a eu la loi Hawley-Smoot, et en fait qui a mis des droits de douane sur à peu près 20 000 ou 25 000 produits. Et pareil, encore une fois, ça a eu pour conséquence de déprimer l'ensemble de la consommation générale du pays. C'est pour vous dire qu'en fait, quand vous voulez répondre, par exemple, à des produits qui viennent de l'étranger, la meilleure réponse n'est pas un protectionnisme avec des barrières tarifaires. Et surtout, ça va contrecarrer quelque part la reprise économique de votre pays à travers la consommation. Alors oui, c'est vrai que effectivement, la consommation américaine, elle n'est pas dédiée à la production intérieure. Oui. Il y a une partie effectivement qui est sur du produit local, mais l'immense majorité c'est sur du produit importé. Mais je trouve que là, Donald Trump en fait, est moins pragmatique que ce qu'on laisse croire. C'est-à-dire que là, c'est plutôt une décision dogmatique parce qu'il est arc-bouté sur cette décision des droits de douane. Il est persuadé que ça va protéger le tissu productif américain, mais la plupart des études statistiques et même probabilistes révèlent que ça va avoir un contre-effet et ça va amener à une sorte de récession de la consommation américaine, alors que c'est l'un des moteurs principaux de l'économie du pays. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il va mettre en application ce qu'il a annoncé? Oui. Voilà, tout à fait. Et quelles vont être les mesures de réciprocité? Parce que Exactement. Je pense que autant l'Europe que la Chine ne vont pas se laisser faire et vont pas regarder Donald Trump appliquer des barrières tarifaires sur leurs produits. Donc c'est très intéressant. On va assister, je pense, à une sorte de partie de poker entre les États-Unis, l'Europe et la Chine.
L'on peut également imaginer, Nazim Sini, que la Chine a eu un peu de temps pour se préparer, anticiper ces mesures que veut leur imposer Donald Trump par rapport aux droits de douane. Idil Sassi, pour moi, le plus beau mot du dictionnaire, c'est droits de douane, déclaré Donald Trump lors de la campagne, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Alors devant le club économique de Chicago, plus précisément, c'est mon mot favori, a-t-il surenchéri. Voilà qui donne un avant-goût peut-être de ce que sera le futur de la politique douanière américaine. Est-ce que ça peut marcher? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors honnêtement, je pense que Donald Trump 2, c'est pas... c'est pas le titre d'un film. Exactement, c'est un mûri, ça a vu les choses évoluer. Je pense qu'il va plus aller vers un rapprochement avec la Chine. Ça, c'est peut-être iconoclaste. Rappelons que ce rapprochement a commencé en fin de mandat de Joe Biden lorsque Janet Yellen s'est déplacée en Chine, tout récemment. Exactement. Secrétaire au commerce. Malheureusement pour les Européens, peut-être je leur annonce une mauvaise nouvelle, mais c'est plus l'Europe qui va en souffrir très certainement. Après, des droits de douane pour le vin australien, c'est anecdotique, mais c'est très important. Donc les Australiens, ils sont en train de suivre ça. Le Mexique et le Canada, ils vont très certainement en souffrir. Mais plus globalement, les vrais partenaires... Au fait, Donald Trump, il regarde là où il y a la monnaie. Ceux qui donnent, ceux qui payent, il est avec eux. Ceux qui ont... là où il y a la balance qui est déséquilibrée, il essaye de trouver des solutions. Lorsqu'il sait qu'il n'y a pas de solution, alors je rentre un petit peu dans sa façon de voir. D'autant plus peut-être qu'Idil Sassi, la Chine, rappelons-le, on ne le rappellera jamais assez, détient la majeure partie de la dette américaine. Exact. Il veut se rapprocher avec la Chine et puis il y a une opportunité derrière, en tout cas pour les Africains. La Chine qui a mis 50 milliards de dollars il n'y a pas très longtemps pour l'Afrique sur 3 ans. Les Américains regardent l'Afrique comme un continent de maladies, de guerres, etc. Ils n'ont jamais, les investisseurs ne pensent pas investir en Afrique. Ils ne voient pas l'Afrique comme une opportunité. Donald Trump, c'est un businessman. Il regarde ce que fait la Chine, il ne veut pas se faire doubler, donc il va très certainement suivre. Ça peut être une opportunité pour nous, pour gagner des points, en tout cas vers l'Afrique, pour investir en Afrique. Donc je verrais plutôt un rapprochement et de trouver des solutions du bilatéral, au fait. C'est ce qui fait Donald Trump, c'est un négociateur, donc de trouver des solutions avec la Chine. Par contre, pour le reste, ces traditionnels alliés, malheureusement, je pense à l'Allemagne par exemple, ils vont très certainement en souffrir. Madame Menal, protéger l'économie américaine en se lançant justement dans une nouvelle guerre économique avec la Chine, en relocalisant certaines industries. Est-ce que et comment une économie mondiale encore convalescente, je le disais tantôt, pourrait-elle tenir le choc lorsque, par exemple, le mouvement vers la dédollarisation prend de plus en plus d'ampleur dans le monde? En fait, nous sommes dans un moment de transition de la globalisation très importante. Là, on est entré, depuis la Seconde Guerre mondiale, les choses ont beaucoup évolué. Et avec la deuxième arrivée de Trump au pouvoir, il semble que cette transition globale va carrément entrer dans un chemin radical. Je veux dire par là que au sein même des États-Unis, les choses changent au niveau institutionnel. La nomination d'Elon Musk à un nouveau poste qui s'appelle donc l'efficacité gouvernementale, oui, qui en réalité vise à désinstitutionnaliser, du moins changer les institutions du pays. C'est ça, y compris, on parle même de NASA, avec qui cet homme d'affaires lui-même est en grande relation par ses activités, mais aussi donc toutes les institutions américaines sont visées. Ça va pas être différent au niveau international. Déjà avant, dans sa première présidence, il s'était retiré des organisations comme l'Organisation mondiale de santé. Et on a vu combien c'était difficile de gérer. Comment? L'OMS, je disais, oui.
L'OMS, Oui, exactement. Et pareil, actuellement, l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne les l'OMC, oui. discussions multilatérales, l'OMC est en paralysie pour ces règlements des différends. Plusieurs organismes internationaux déjà fonctionnaient mal et se sont pas beaucoup arrangés C'est peut-être pendant la la politique présidence de de la Biden. carotte et du bâton que prône souvent Donald Trump. Là, oui, il y aura. Donc, au niveau, c'est très bien d'essayer d'envisager, eh bien voilà, bon, l'Europe va être en difficulté, c'est certain, et peut-être que le reste du monde va s'en sortir mieux. Moi, je ne crois pas. Je crois que le reste du monde aussi aura des grandes difficultés, surtout les pays du Sud global ne sont pas institutionnellement très organisés. Il y a l'organisation des BRICS Oui, qui prend de X plus en plus plus. d'ampleur, mais en soi, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont en grand désaccord sur beaucoup de sujets. Et face aux États-Unis, est-ce qu'ils vont faire bloc? Je ne pense pas du tout qu'ils vont faire bloc. Et se retrouver seul face à un partenaire aussi écrasant que les États-Unis, on voit bien avec la Chine. La Chine peut être écrasante déjà, même en Afrique par rapport à certains pays. Eh bien, ça va changer vraiment beaucoup la donne. Et est-ce que l'économie globale va pouvoir s'en sortir? Certainement, mais on va plus être dans la même économie globale. On va s'en sortir très profondément modifié. Très bien, Madame Henal. Un mot peut-être sur ce qui va arriver en matière de politique économique ou de diplomatie économique des États-Unis, à la fois avec la Chine et l'Union européenne, rapidement, avant de passer à une autre question, Nazim Sini. Non, écoutez, moi je pense que Donald Trump, voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, Oui, il veut maintenir sous sa coupe les Européens et surtout il leur en veut parce que vous savez que l'Europe a condamné très récemment des groupes américains, surtout ceux des GAFA, à des très lourdes amendes et donc il y a quelque part une revanche à prendre sur l'Europe. Et puis l'Asie, effectivement, je partage ce qui a été dit par mes deux camarades, c'est que Donald Trump reste pragmatique. Il sait qu'il a besoin de la Chine et que la Chine a besoin des États-Unis. Donc il ne va pas rentrer frontalement en guerre contre eux, mais plutôt tenter de négocier avec eux une troisième voie qui serait une voie de la négociation et du partenariat. très bien, Nazim Sini. Votre avis sur la politique énergétique des États-Unis, autre dossier phare, notamment en ce qui concerne les hydrocarbures. Je le rappelle, les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL vers l'Europe. Est-ce que Donald Trump ne va pas tout simplement essayer de profiter de cette brouille, le mot est peut-être pas assez fort, entre l'Europe et la Russie, justement pour asseoir la domination peut-être américaine sur, peut-être devrait-on dire, cette dépendance européenne en quelque sorte du gaz américain. Pas que, parce qu'il y a aussi l'Algérie qui envoie pas mal de gaz vers l'Europe, mais bien entendu l'autre partenaire historique, la Norvège. Non, mais clairement, vous le voyez que les États-Unis se sont positionnés comme étant un fournisseur alternatif à la Russie. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont en train de faire un lobbying extrêmement puissant pour vraiment vendre de plus en plus de quantité de gaz. Et surtout, ils veulent aussi avoir un poids sur les prix du marché. Donc, ils tentent d'avoir une influence même sur les cours du Brent, du WTI. Donc, en fait, ils veulent clairement devenir, ils le sont déjà, la puissance énergétique du XXIe siècle. Et surtout, ils sont très éloignés des énergies renouvelables, notamment c'est Ouais. le cas pour Donald Trump, qui ne croit pas fondamentalement dans les ENR. Et donc, son idée, c'est d'exploiter aussi tard qu'il pourra et du mieux qu'il peut les énergies fossiles, parce qu'il pense que pour asseoir la domination américaine, il faudrait que les États-Unis puissent avoir une souveraineté énergétique et surtout une puissance énergétique. Je pense que dans son esprit, c'est par là que passera la domination et l'hégémonie américaine sur le monde. Dans ces conditions-là, Idriss Sassi, pourquoi faire la paix entre Russie et Europe? Alors, bon, justement, dans le même sens, en tout cas, l'institution de Elon Musk pour l'efficacité institutionnelle, ma vision,
c'est plus l'efficacité budgétaire. On parle d'argent. Après, est-ce qu'elle aura un mot sur l'organisation de quelle manière? C'est-à-dire en se basant peut-être sur alors, ce que dit Donald Trump… l'intelligence artificielle pour optimiser… Alors, Donald Trump, il dit qu'on donne de l'argent pour décarboniser, pour faire ça, pour faire ceci, etc. Sur 4 ans, on n'a pas utilisé, je ne sais pas, 10, 15, 20%. Donc, c'est de l'argent gaspillé. Cet argent, moi, je le prends, je l'utilise ailleurs. Donc, vos politiques qui ne sont pas très convaincantes pour son camp, en tout cas, pour son idéologie, il faut revoir cette efficacité. Donc, c'est cette idée d'être plus efficace, en tout cas, dans les politiques publiques, sur tout ce qui est budget et autres, même l'investissement dans le domaine technologique, etc. Donc, l'idée derrière, elle est un petit peu ça. C'est-à-dire la justification, en tout cas, pour lui, c'est ça. Même pour la décarbonisation, il ne le dit pas comme ça. Il dit qu'on a mis de l'argent, il n'y a rien. En fait, ce n'est pas efficace. Bon, maintenant, tout ce qui est l'énergie, les États-Unis ont toujours été dans le marché de l'énergie. Il sait bien, excusez-moi, il sait bien que décarboner, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Oui, bien sûr. Il y a l'argument, le contre-argument, très certainement. De la mauvaise foi. Bon, bref, donc on peut se positionner de part et d'autre. En tout cas, un pays aussi grand et responsable, il aurait dû maintenir quand même une politique responsable dans ce sujet, très certainement. Alors, donc pour l'énergie, les États-Unis sont un acteur majeur. Maintenant, les États-Unis, l'investissement dans l'énergie, elles ont quand même ouvert des champs nouveaux pour le gaz de schiste, etc., qui coûtaient plus cher. Donc, je dirais que le coût, oui, on peut penser que les conflits, que tout ce qui peut maintenir en tout cas un certain seuil va permettre aux produits américains d'être plus abordables, donc plus commerciables, parce qu'il y a le transport, parce qu'il y a le coût lui-même, la technologie qui va avec, etc. Donc oui, mais honnêtement, la relation, en tout cas la récession qui va se venir en Allemagne, même s'il y a rétablissement, l'économie allemande, elle sera touchée sur un très bon terme. Donc, ça ne va pas être impactant, même s'il y a la paix en Europe. L'Allemagne, le gaz, ça ne va pas revenir de sitôt. Donc, d'un côté, après, il y a d'autres opportunités d'investissement pour l'énergie qui vont nous concerner, je pense, avec… Algérie. Oui, très certainement. L'exploration en Algérie, pour les Américains, bon, il y a beaucoup de choses qui se font, mais l'exploration, il n'y a pas beaucoup, ça veut dire le côté investissement. On devrait profiter de cette tendance qui… Une tendance qui a déjà commencé. Exactement. Entre Algériens et Américains. Je rappelle qu'un certain nombre d'accords ont été signés entre le groupe Sonatrach et des entreprises américaines. Sur l'exploration, ça reste assez limite et l'opportunité, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour faire que, parce qu'il y a une volonté d'aller plus loin encore dans l'investissement dans l'énergie. Et je pense qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour l'Algérie dans ce domaine. Wait and see, comme on dit. Exactement. Wait and see, donc, pour la relation économique également, qu'entretiendra l'Algérie et les États-Unis sous Donald Trump, notamment dans le secteur énergétique. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Madame Henal. Je rappelle que vous êtes donc économiste au Centre d'études de prospective et d'information internationale de Paris. Merci à vous, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Merci à vous, Idil Sassi, expert international en économie et en finance. Merci à vous, chers téléspectateurs fidèles des Pros de l'Écho. Rendez-vous la semaine prochaine.